en parle, ça nous parle. Cité Éducation, une fenêtre ouverte pour la connaissance de soi et de l'autre, pour le bien-être de tous. Cité Éducation, c'est sur la radio Alobé. Mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de votre émission Cité Éducation. Le thème d'aujourd'hui est « Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer ?» La polygamie, comme chacun le sait, est le type d'union le plus répandu dans nos cultures. Aussi n'est-il pas rare de voir un homme partager sa vie amoureuse entre 2, 3, voire plusieurs femmes. Il leur fait autant d'enfants qu'il souhaite et il peut se séparer d'elles si les circonstances l'obligent à le faire. Loin de nous l'idée de vouloir faire un procès à ce type d'union. Nous nous posons juste une question. Peut-on vivre en toute quiétude lorsqu'on a à gérer plusieurs femmes et un régiment d'enfants? Monsieur Christian Posé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Issia. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes psychologue et sur cette émission, vous êtes notre consultant en éducation sociale. Et merci d'être sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur le thème de la dernière émission. Comment faire de votre mariage une réussite? Nous avons reçu des appels d'encouragement, des félicitations de la part de certains auditeurs. Nous leur disons au passage un grand merci. Des problèmes nous ont aussi été posés. Nous essayerons d'apporter des solutions à 2 parmi ces auditeurs. Que les autres nous le pardonnent. Nous ne pouvons faire davantage faute de temps. Mais nous espérons qu'au fil des thèmes débattus dans cette émission, des lumières naîtront dans votre esprit et vous aider à voir plus clair dans votre vie. Christian Posé, je me tourne à présent vers vous. Voici un message à nous envoyé par une auditrice. Je lis. J'ai fait un enfant à un homme, puis il m'a quitté pour une autre femme. Mais tous les soirs, il passe chez moi avec le désir de coucher avec moi. Jusqu'à présent, j'ai résisté à ses assauts, mais j'ai bien peur de finir par céder. Que faire? Voilà le message de l'auditrice que nous remercions pour sa confiance en nous. Alors, Monsieur Christian Posé, à la lecture de ce message, on ne peut pas dire qu'elle a réussi son mariage. Oui, vous l'avez déjà dit, ce mariage n'est pas une réussite. Et ce n'est pas réussi simplement parce que les deux ne sont plus ensemble. Et ils ne sont plus ensemble, ça veut dire que c'est parti certainement sur une certaine base qui n'est pas bien rigide. Et si ce n'est pas parti comme ça, c'est dommage. Parce que d'abord, il y a déjà un enfant. Il manque des données sur cet SMS, sinon on serait tenté, disons, de mener une réflexion bien pointue, mais on ne sait pas si l'homme a quitté la femme pour une autre carrément, ou bien l'homme a mis, disons, un certain garantie auprès de cette dame et va revenir rien qu'au sexuel. Je vais identifier le problème sur 2 volets. Concernant, disons, cet échec par rapport à ce ménage. Le premier volet va à l'endroit, disons, de l'enfant. Cet enfant va traverser des crises de formation de la personnalité humaine qui exigent, on l'a déjà dit dans les émissions précédentes ici, que au cours du passage, disons, des crises de formation de la personnalité humaine, il faut la présence effective, la présence bien effective des 2 parents. Et la présence effective ne suffit même pas, il faut qu'ils soient informés de ce qu'ils doivent faire en un moment précis du passage de ces crises. Dans le développement, nous allons certainement y revenir si le temps nous permet, parce que j'ai bien envie d'approfondir ça. Le second volet va à l'endroit, disons, de cette dame. Parce que notre culture, vous savez, c'est délicat. Et quand cette dame a déjà un certain pli au plan sexuel, une certaine éducation sexuelle, et voilà que elle est abandonnée aujourd'hui, et juste l'homme revient rien que pour le sexe. Aujourd'hui, elle résiste. Mais si on suppose que l'homme finit par rester totalement là-bas, pour ne plus revenir sur une certaine durée, est-ce qu'on va en vouloir à cette dame quand elle va chercher à
combler ce vide sexuel avec un autre homme? Est-ce qu'on va en vouloir à cette dame? Là, je pose une question. C'est très délicat. Donc, le SMS n'est pas au complet pour nous permettre en réalité de mûrir, disons, nos réflexions, d'apporter une solution, disons, adéquate à cet SMS. Merci, monsieur Christian Posé, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que dans le message, l'auditrice a bien dit que le père de son enfant n'est plus aujourd'hui avec elle, mais il tente aujourd'hui de se la remettre sous la dent. Excusez-moi l'expression. Est-ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel ou bien c'est seulement un homme sexuellement très actif qui veut apaiser sa très grande libido? Je ne veux pas prononcer le même langage certainement que vous, mais d'aventure, nous pouvons déjà dire que il y a un travail à la base qui devrait être réalisé, qui n'a pas été fait. Qui est quoi? Nous avons dit dans une émission antérieure que il faut connaître l'éducation sexuelle des deux parties. Si l'un est modéré et l'autre déjà dépravé, ou bien l'autre est dépravé, il faut d'abord savoir tout ça là pour savoir sur quel pied danser. Parce que quand l'homme est relativement avancé sexuellement et il a connu, disons, la femme vierge, il va penser tout de suite lui imprimer son rythme. Ce que la femme ne veut pas accepter. Tout de suite, un conflit va naître, disons, et déjà, il faut savoir que si la femme ne prend pas le rythme, l'homme va chercher à combler. Parce que il est relativement déjà avancé, il est déjà habitué à un certain rythme de secousse sexuelle. Donc, il va chercher à combler. Ça m'inquiète énormément parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les maladies, les IST, les infections sexuellement transmissibles, en l'occurrence le sida bat son plein dans nos régions. Il faut y croire. Si vous allez y croire pendant que vous serez déjà victime, je suis sûr, c'est déjà déplorable, hein? C'est déjà suffisamment déplorable. Donc, il faut y croire et commencer par émettre, disons, tout l'arsenal comportemental qu'il faut pour ne pas tomber dedans. La femme sera tranquille à la maison et l'homme va lui amener les IST. C'est grave. C'est suffisamment grave. Bien, merci. Il est bien vrai que vous avez fait le tour du problème soulevé par notre auditrice. Mais dites-nous, que conseillez-vous à cette femme? J'aurais souhaité faire un travail sérieux avec cette dame et si, avec le temps, elle pouvait l'étendre vers son mari, là, avec les deux, un travail très très sérieux et scientifique sera réalisé pour permettre à ces deux de reprendre tout le ménage, inclus l'enfant, dans un système bien sérieux, pouvant permettre à l'enfant de grandir dans une ambiance, dans un environnement sain. Le deuxième message est une réaction par rapport à certaines explications que vous avez apportées concernant les mesures à prendre pour gérer les conflits dans un couple. Et l'auditeur a écrit ceci, je lis. Si un homme veut garder le bonheur dans son foyer, il n'a pas le droit ni de critiquer, ni de faire des reproches à sa partenaire. Voilà le message. Là, c'est délicat. Nous ne sommes pas là en réalité pour faire un procès. Ce n'est pas un procès, notre objectif. Mais si vous êtes dans un ménage et votre présence ou même votre absence n'aura aucune importance sur ni votre progéniture, ni sur votre épouse, c'est le désertisme familial. Le désertisme familial, et certainement, ça va faire objet, disons, d'un prochain thème sur lequel pratiquement nous allons axer toute une réflexion ici. C'est très délicat. Comment en réalité ne pas avoir une certaine influence, ne pas faire des reproches à l'autre partie? Je crois que c'est être là, mais totalement absent. Totalement absent. Autant faire les enfants et disparaître tout de suite. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous êtes décédé. Vous êtes décédé. Là, on saura carrément que vous êtes décédé. Encore que, des gens jettent de très bonnes bases et même après leur mort physique, ça continue d'avoir une influence positive sur tout leur ménage et les enfants et l'épouse. Mais vous êtes bien vivant. Vous êtes bien vivant et votre présence physique comme tout ça, même absent, tout ça, n'aura aucune influence. Je suis vraiment désolé.
Mais Monsieur Christian Posé, à vous entendre, j'ai l'impression que par rapport à la gestion des conflits dans un foyer, le rôle revient uniquement qu'à l'homme. Est-ce que la femme, à un moment donné, n'a-t-elle pas aussi le devoir de taper du poing sur la table et aussi de rappeler à l'ordre son mari? Il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. Il n'y a pas d'homme parfait. Et je peux me permettre même de dire quelque chose. Ça va peut-être faire mal à certains. Si nous sommes fabriqués à l'image du Créateur Dieu et nous autres nous sommes pas parfaits, je peux me permettre de dire aussi que le Créateur aussi n'est pas parfait. Il n'est pas parfait et là, pour tendre vers une certaine perfection, il faut de la pédagogie. C'est de la répétition, la redondance au quotidien. Il faut garder sa tête sur ses épaules tout le temps. Autrement, votre présence comme votre absence n'aura aucune influence, que ça soit positive comme négative, sur votre progéniture et même sur votre épouse. Et là, vous allez fabriquer de n'importe quoi pour la société. Mais on ferait mieux en réalité commencer par se dire que, attention, quand je suis présent, j'ai un rôle à jouer, disons, dans mon ménage. Même absent également, je dois continuer de planer, d'influencer sérieusement et mon épouse et ma progéniture. Abordons à présent le thème d'aujourd'hui. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? À votre avis, est-ce que ce thème vaut-il vraiment la peine de faire l'objet d'un débat? Oui, parce que si ça n'a pas une importance, en réalité, on ne serait pas en studio, ici, en train de mener une réflexion autour. Et c'est parti, en réalité, d'une constatation sur le terrain. Nous avons eu à définir un certain nombre de bases, un certain nombre de paramètres ici qu'il faut installer avant de se dire engagé dans une relation sérieuse pouvant conduire jusqu'au mariage. Et parmi ces paramètres, nous avons eu à définir, je cite, disons, à tout hasard, l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. La femme, en réalité, a déjà un certain rythme, est déjà habituée à un certain rythme. Et ou bien c'est l'homme. Vous voyez, vous vous rencontrez, bon, après ça, appris comme ça, et puis, vous ne vous êtes pas arrêté à elle seule. Maintenant, est-ce que votre passage dans le ménage dans lequel en réalité cette dame est, lui permet en réalité de couvrir parfaitement ce qu'elle était avant de vous voir? Il y a une question là que je pose. Donc, si vous allez vous permettre d'avoir des stations dans tous les quartiers, et comme ça, vous avez un calendrier de passage chez votre femme X, par exemple, qui est déjà habituée à un certain rythme de secours sexuel, il va se poser un vide. Et s'il se pose un vide, ce vide peut être comblé ailleurs. Nous avons dit tantôt que nous sommes partis d'une constatation. Les femmes mariées, les femmes qui s'engagent dans une relation sérieuse à un certain âge et qui maintiennent, disons, cette relation jusqu'au soir de leur vie, elles sont rares. Les hommes, bon, ils se plaisent à changer presque tout le temps. En réalité, notre culture nous confère en réalité ces prérogatives d'être polygame. Mais est-ce que c'est bon par rapport à un contexte actuel? Aujourd'hui, c'est véritablement l'interrogatoire. Quand nous sommes en train de vouloir combler un vide en une femme en allant chez une autre, nous allons toujours garder à l'esprit que nous autres, nous ne sommes pas parfaits. Et la femme auprès de qui nous avons trouvé, disons, un vide, certainement, elle autre aussi, elle a trouvé un vide en nous. Et qu'elle aurait souhaité combler chez un autre homme. Mais est-ce que nous ne serons pas traités de dictateurs, de nous comporter comme ça, en cherchant rien que notre intérêt, toutes les fois notre intérêt, sans se préoccuper de l'intérêt des autres? C'est délicat.
Monsieur Christian Pouzé, nous avons l'habitude, quand je dis nous, c'est tout individu, vous, moi, c'est quelqu'un d'autre, bref, c'est tout le monde, quoi. Donc, nous avons l'habitude d'utiliser le mot aimer pour signifier à quelqu'un que nous l'aimons. Quelle idée faites-vous du mot aimer? Que signifie aimer quelqu'un? Aimer, je vais commencer par dire que c'est un processus. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire j'aime un homme ou bien j'aime une femme. Tel que ça se distribue dans les rues, ce n'est pas ça. Normalement, on devrait chercher un autre concept et beaucoup plus simple à diffuser à travers les rues. Ce n'est pas aimer, non. Parce que avant d'aimer, j'ai parlé de processus. Et au cours de ce processus, il va falloir en réalité quantifier les incompatibilités. D'abord, au plan comportemental, les incompatibilités au plan cognitif, les incompatibilités au plan conatif. Je serai plus simple. C'est-à-dire, avant que vous ne disiez que vous aimiez quelqu'un, il va falloir que vous soyez compatible vis-à-vis de l'autre sur le plan d'abord de l'affection. De l'affection. Moi, j'aime être couvé. J'aime être entretenu. J'aime à ce que l'on prenne soin de moi. Je suis homme et j'ai cette tendance en moi. Il faut que la femme ait en elle cette masse d'affection en elle pour pouvoir m'en donner. Si entre-temps, elle n'en avait pas, elle ne peut pas m'en donner. On ne peut que donner que ce que l'on a. On ne peut que donner que ce que l'on a. Si entre-temps, personne n'a pris soin d'elle, il faut pas que, aujourd'hui, moi, je demande à ce qu'elle prenne soin de moi. Et ça là, il faut déjà le constater pour pouvoir prendre des mesures avant de dire j'aime l'autre partie. Si on reste rien que sur l'attrait physique, elle est belle, bon c'est elle a une perfection physique, elle est une fée. Bon en tout cas moi je n'ai rien trouvé pratiquement à lui reprocher, non. Non, ça, maman, non, je ne sais pas, hein, non, elle est belle. Sincèrement, elle est belle. Regardez un peu sa démarche. Moi, elle vous fait dos, non, ce n'est pas possible. Si vous restez sur ces considérations, vous allez faire fausse route. Ça, c'est sûr. Déjà, le lendemain, c'est des incompatibilités qui vont se révéler au grand jour et c'est des coups de poing qui vont résoudre ça là. Ça ne va pas s'appeler aimer. Je crois bien quand même que ça ne va pas s'appeler aimer. Vous vous êtes dit aimer, bon, vous vous aimez, tout ça, et puis juste le lendemain, déjà, les incompatibilités vont se... Ça, c'est grave. Là, ça veut dire que hier, ce n'était pas aimé. Ce n'était pas aimé. Vous voyez rien que l'attrait physique. Il y a des gens aussi, c'est rien que le matériel, l'argent. Oui. Bon, et, vous savez, bon... vous êtes belle, hein? Bon, tout ça, machin. Bon, est-ce que, je sais pas, demain soir, vous êtes libre? Bon, si c'est ça, moi, je vous donne 10 000 francs et vous me rejoignez, disons, à tel endroit. Et tout de suite, bon, peut-être, l'autre, elle n'a jamais gardé, disons, bien, en main comme ça, un billet de 10 000. Et tout de suite, ça l'a mis dans tous ses états. C'est sûr. Elle va venir. Elle vient, et puis vous démarrez comme ça, une grossesse, tout ça. Ça ne s'appelle pas aimer. Non. Non. Donc, aimer, c'est un processus. Et pour en arriver au bout, il faut quantifier de part et d'autre les incompatibilités et y agir. Les compatibilités, d'abord, sur la manière de voir le monde des deux côtés, sur la manière de ressentir les problèmes et sur la manière d'agir. C'est ça, entre-temps, j'appelais le conatif, l'affectif et le cognitif. Donc, il va falloir faire un travail dans ce sens et constater s'il y a un vide de l'autre côté et corriger aux besoins avant de rentrer dans une relation sérieuse. Autrement, ça ne peut pas s'appeler aimer chez moi. Non.
Merci pour votre intervention et au regard de ce que vous venez de dire, Monsieur Christian Posy, j'ai décelé quelque chose. Et c'est-à-dire que l'homme, cet homme qui a plusieurs femmes, disons le polygame, ce monsieur qui s'entoure de plusieurs épouses, et c'est-à-dire que il n'a pas le temps de bien connaître toutes ces femmes à fond, ces femmes qui sont ses épouses. Je ne crois pas. Non. Soit c'est rien que par l'attrait physique ou bien le matériel. Il arrive à conquérir, disons, toutes ces âmes. Dans la réalité, entre-temps, nous avons une culture qui met suffisamment de la pression sur la femme. À telle enseigne que quand vous faites d'enfant à un homme, vous êtes destiné déjà à cette famille pour l'éternité. C'est terminé déjà. C'est terminé. Mais aujourd'hui, non, tout le monde peut constater, vous pouvez faire même 8 enfants, ouais. Vous allez vous lever un matin avec votre petit sac et puis vous quittez le ménage, Vous laissez tous les enfants parce que vous avez accumulé suffisamment de frustration à telle enseigne que vous ne pouvez plus continuer à en accumuler. Oui. Donc, aujourd'hui, avec les autres cultures qui nous influencent énormément de par le net, de par les antennes paraboliques, les feuilletons, tout ça en réalité, aujourd'hui c'est terminé. Voilà, merci Monsieur Posy. Avec vous, nous avons découvert un peu la notion d'aimer quelqu'un. Au regard de ce que vous venez de dire, est-ce que on peut prétendre aimer quelqu'un et le partager avec autrui? Aimer et partager, est-ce possible? Dans la réalité, non. Parce que si je pars de l'idée que les gens deviennent polygames pour combler un vide existant en leur épouse, et nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre, c'est-à-dire nous, garçons qui cherchons à combler un vide en une femme, en nous lançant dans la polygamie, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons déjà prendre conscience du fait que parce qu'il n'y a pas d'homme parfait sur la terre, nous aussi, nous ne sommes pas parfaits, et cette femme sur qui nous constatons, disons, des imperfections et nous cherchons à combler, aurait voulu aussi à son tour, sinon aurait déjà remarqué des imperfections, sinon des vides en nous, et aurait souhaité combler ailleurs. Donc pour ça, en réalité, on peut chercher à équilibrer la balance pour ne pas nous lancer, disons, dans la polygamie. Parce que dans la réalité, on n'aime jamais pour partager. On n'aime jamais pour partager. Ça, là, il faut le savoir. Et entre-temps, si ça se passait, c'est parce que notre culture imprimait suffisamment un certain rythme, une certaine pression en ces dames, c'est-à-dire en nos mamans, à telle enseigne qu'elles sont contraintes de rester avec leur époux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette influence. Cette influence est mineure aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aimer pour partager. On ne peut pas aimer et partager. Non. Toute la question est là. Peut-on accepter, partager? Disons plutôt, peut-on facilement accepter, partager avec autrui la personne qu'on aime? Mesdames et messieurs, c'est sur cette question que nous clôturons le rendez-vous de ce soir. C'est la première partie du sujet que nous discutons aujourd'hui. Retrouvons-nous très prochainement pour la suite de ce débat. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? Au revoir et à la prochaine. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos sí encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. On en parle, ça nous parle. Cité Éducation, une fenêtre ouverte pour la connaissance de soi et de l'autre, pour le bien-être de tous. Cité Éducation, c'est sur la radio Alobé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Cité Éducation. Nous poursuivons aujourd'hui notre entretien sur le thème de la polygamie. Monsieur Posé, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Rissia. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? C'est le thème que nous avons entamé lors de notre dernière rencontre. Et je me souviens très exactement de votre dernière phrase avant qu'on quitte ce studio. Vous déclariez comme une sentence qu'on n'aime jamais pour partager. Bon, c'est votre avis. Et nous ne savons pas encore si tous les ménages polygames vont le partager avec vous. Mais revenons à présent à la question fondamentale de la présente émission. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? Quels peuvent être les différents problèmes qui peuvent surgir dans un ménage polygame? Les différents niveaux de ces problèmes. Les problèmes au niveau de l'époux, le polygame je veux dire, les problèmes au niveau de ses épouses et les problèmes au niveau des enfants. D'abord, nous allons partir de l'homme polygame. L'homme polygame n'a pas de retraite. Il n'a pas de retraite à telle enseigne que ça va faire marrer plus d'un, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on travaille jusqu'à un certain âge, plus ou moins on est amorti. Et il faut pas avoir sous le cou certains problèmes brûlants qui
vont nous amener à réfléchir sérieusement. Et plus que notre âge. Comme ça, davantage, nous allons vieillir plus. Nous allons vieillir davantage. Et ça, je suppose, si ça se passait autour de 80 ans et nous devons aller à 85 ans, c'est sûr. On ne peut pas atteindre 85 ans. Déjà à 81 ans, nous allons partir, c'est sûr. Parce que nous allons plus solliciter nos organes plus qu'il en faut. C'est délicat en ce sens que quand on a un certain âge, il faut que les petits-fils, quand ils viennent, c'est des jeux avec Pépé, oh, il faut jouer, il faut s'amuser, en bref, il faut s'amuser. Mais ce n'est plus le cas. Mais c'est lui qui m'a giflé le premier. Mais c'est lui qui, mais hier c'est elle. Elle n'a pas préparé, elle n'a pas fait ci. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. C'est en ça, je dis que vous n'aurez pas de retraite. Vous n'aurez pas de retraite, effectivement, vous n'aurez pas de retraite. Parce que vos enfants ne cesseront jamais de vous amener des problèmes. Et des problèmes simplement parce que, entre-temps, vous ne les avez pas préparés comme il faut. Parce que vous êtes sur plusieurs fronts. Vous n'aurez jamais le temps d'être présent pendant qu'il faut être présent dans chacun de ces ménages que vous avez confectionnés. Vous savez, à chaque âge correspond une attitude donnée quand on est père. Je vais partir comme ça vers les crises de formation de la personnalité humaine. Je vais prendre à tout hasard la crise d'Oedipienne. La crise d'Oedipienne, c'est cette crise que tout le monde peut constater dans son ménage. Vous avez un garçon, vous allez constater autour de 5, 6, 7 ou même 8 ans que ce garçon, si vous êtes présent, et papa et maman sont présents, vous allez constater que ce garçon voudra tout faire avec maman. Il voudra rester tout le temps avec maman, aller se doucher même avec maman, dormir dans la même position que papa dort avec maman. Il voudra se substituer à papa. C'est pareil, si c'est une fille, vous allez constater que cette fille voudra rester tout le temps avec papa, prendre la douche, dormir, sortir. Elle voudra se substituer à sa maman. Voilà que pendant que la fille traverse ces âges-là, vous n'êtes pas présent dans le ménage. Vous n'étiez pas là. Ça veut dire que le garçon en réalité, son attachement à sa maman ne sera pas régulé par vous, votre père. Vous, père que vous êtes, j'allais dire. Parce que vous êtes père, vous avez l'obligation de signifier à votre garçon que sa maman n'est pas son épouse. Pas des comportements, de petits gestes, tout ça. Pour ne pas aussi le traumatiser, saboter la personnalité en construction à travers cette crise. Donc, votre absence dans le ménage fera de cet enfant que l'attachement qu'il a vis-à-vis de sa maman sera trop poussé, à telle enseigne que aujourd'hui, quand vous voyez, c'est facile, des pères couchés avec leurs filles, des pères qui vont jusqu'à donner un enfant à leur propre fille, des mères couchées avec leurs garçons, ça dénote de cette non-régulation, de cette crise de formation de la personnalité humaine. On ne sait pas ce qu'il faut faire quand il faut encore faire. C'est-à-dire que sur le marché n'est pas disponible en réalité des informations. Et deux, on se lance dedans comme ça et puis c'est selon les voies faites d'à côté. Mon tel oncle a éduqué son enfant de telle manière, il est devenu ingénieur agronome, je vais m'en inspirer et puis... Non, ce n'est pas comme ça se passe. Il n'y a pas deux êtres identiques sur la planète Terre, non. Donc, sur le papa d'abord, il faut commencer par reconnaître que il n'aura pas de retraite. Les problèmes ne cesseront jamais de lui parvenir. Et comme ça, ça peut abréger son séjour sur cette terre. Au niveau des enfants, le ménage dans lequel le papa est fréquent, c'est-à-dire souvent la dernière épouse, elle sera plus valorisée. Et dans ce système de valorisation, les enfants auront une certaine tendance à se surestimer. Et quand on se voit un peu grande selon son sexe, parce que maman est souvent valorisée par papa, papa est souvent dans notre ménage à nous,
On ne réfléchit pas comme cela se doit. On n'acquiert pas en réalité une certaine autonomie, une certaine indépendance intellectuelle. On est trop couvé, on est trop chouchouté. Or, il faut fabriquer un homme totalement nouveau, capable de prendre des décisions, capable de se prendre en charge, capable d'être en harmonie avec l'évolution actuelle du monde. Et par rapport à cela, il ne faut pas détenir la clé de la dépendance pour dire qu'on est en harmonie avec l'évolution du monde. Non, c'est très délicat ce que nous sommes en train de dire. Il faut permettre à l'enfant de prendre des décisions et de l'encourager, de le valoriser, de ne pas l'encourager dans du faux, mais dans du bien, de savoir jouer quand même au rôle du père pour permettre à l'enfant d'acquérir cette aptitude-là. Sinon, toutes les fois, pour prendre une décision, on va se référer à papa. On en retrouve, disons, dans l'administration, des gens incapables de prendre des décisions sans se référer, disons, aux supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire à leur chef. Quand le chef service peut-être vous confie, disons, une certaine tâche, et vous constatez, vous êtes son collaborateur, vous constatez quand même des coquilles, des erreurs sur le papier, il faut pas quand même partir saisir, disons, et ce papier, ces données-là avec ces erreurs. Mais parce que c'est le patron, ah non, c'est le patron qui a fait, et puis, ah non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc, c'est des gens dépendants. Et ces gens dépendants, il faut aller voir depuis où cette dépendance a commencé. C'est très délicat. Les ménages dans lesquels papa est suffisamment rare, c'est des frustrations qui sont enregistrées. Les enfants, vous allez les voir dans un certain âge et ils n'ont pas cet âge mental. C'est-à-dire que quoi? Ils ont peut-être 12 ans, ils continuent de traverser le complexe d'Oedipe, ce que j'ai développé tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Quand vous traversez un âge, vous devez traverser cet âge avec toutes les données qui devraient vous permettre d'acquérir une certaine aptitude. Une certaine aptitude. Mais vous allez voir des gens de 30 ans qui ont des comportements de 12 ans. C'est-à-dire que pendant qu'ils avaient 12 ans, tout l'arsenal qui devrait leur permettre de traverser correctement cet âge-là n'était pas réuni. Ce n'était pas réuni pour leur permettre de traverser correctement. Mais c'est à 30 ans, ces conditions ont été réunies. Impérativement, ils vont traverser parce que c'est une obligation, tout être humain, selon que l'on soit africain, asiatique, européen, américain, on traverse impérativement les crises de formation de la personnalité humaine. Et parce que les conditions n'étaient pas réunies, c'est le cas. Donc, du côté du papa, c'est ça. Il n'aura pas de retraite du côté des enfants. Il y aura, disons, de ces enfants qui auront à accumuler suffisamment de frustration à telle enseigne qu'ils seront nerveux. Ils auront une antipathie terrible pour papa. Une antipathie terrible. Et tout le temps, ces moments, ils ne voudront jamais entendre parler de papa. Du côté des épouses, c'est ce que nous avons eu à développer entre-temps. Dans la première manche, et que si entre-temps une épouse était habituée, disons, à une éducation donnée, sexuellement parlant, elle va chercher à combler ailleurs. Mais il n'y a pas que ça là. Si elle n'avait pas l'éducation qu'il faut pour se dédoubler, c'est-à-dire pour jouer le rôle de père et de mère pendant qu'il faut, les enfants seront majoritairement des ratés. Majoritairement. Parce que il peut arriver, vous allez me dire peut-être que si il arrivait que le papa décède, est-ce que la maman à elle seule ne peut pas éduquer? C'est là, je parle du dédoublement. Il faut jouer à de l'assistanat, apprendre à la maman à jouer le rôle de père et de mère, c'est-à-dire porter le manteau de père pendant qu'il faut la présence effective du papa dans le ménage et revenir être mère pendant qu'il faut être mère, parce que nous savons tous, les papas sont plus ou moins tyranniques et les mamans sont plus ou moins douces, elles amadouillent beaucoup, affectueuses les enfants. Donc c'est un peu comme ça. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? C'est le thème de la présente émission. Je le rappelle à vous qui venez
de prendre ce programme en cours. Et je rappelle que je m'entretiens avec Monsieur Christian Posé. Il est psychologue de formation. Il intervient sur cette émission en tant que notre consultant en éducation sociale. Alors, Monsieur Christian Posé, à vous entendre, c'est comme si tous les ménages polygames rencontrent forcément des difficultés. Est-ce qu'il n'y aurait pas des exceptions à cette règle? Est-ce que par hasard, on ne peut pas rencontrer dans une famille polygame un époux qui entretient ses femmes avec équité, qui prend soin de tous ses enfants avec le même amour? Non, en réalité, je crois pas. Non, je ne crois pas. Parce que ça peut exister, hein, mais moi, je ne crois pas tellement. Parce que dans la réalité, l'homme, il est un. Quand il est père, en réalité, c'est parce que il est le garant de la sécurité au plan alimentaire, physique, tout ça là, du ménage, qu'on lui attribue, qu'on pense que, en réalité, il est assez puissant. Mais il n'est pas assez puissant pour se dédoubler et se partager comme cela se doit dans tous ces ménages et de façon équitable. Je ne crois pas. Nous avons eu à développer quelque chose tout à l'heure concernant, à l'endroit, disons, des enfants, également à l'endroit, disons, des épouses. L'homme, je ne sais pas, quel que soit ce qu'il mange, est-ce que au plan sexuel, au plan éducationnel, au plan social, tout ça, il va répondre totalement et parfaitement à tout. Et non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il peut réussir en des endroits donnés. Il peut réussir en des endroits donnés, mais en d'autres endroits, ce serait un vide assez chronique, criard, oui. Oui, mais ça ne veut pas dire aussi que un enfant issu d'un couple monogame, un enfant qui a un père et une mère, disons, un couple monogame fait des enfants qui sont à tout point égard normaux, qui ont toutes les facultés qu'il faut. C'est ça encore. Parce que aujourd'hui, le problème que tout le monde peut constater sur le terrain, le défaut d'information. Vous allez me demander, bon, sinon, vous pouvez vous-même constater de ces genres d'émissions allant dans le tréfonds même de ces sujets de l'homme en réalité. Ils sont combien à passer ça sur les ondes d'une radio? Les radios, il y en a un peu partout. Mais de ces genres d'émissions, il y en a combien? C'est ça. Donc, il y a d'abord le défaut d'information. On ne sait pas. Vous avez beau faire être monogame. Vous avez beau faire rester sur une seule dame. Et vous faites l'effort. Vous avez même fait l'effort de limiter les naissances à 2, même 3 maximum. Mais est-ce que vous avez l'information à votre disposition? Ce que vous devez faire à un moment donné de la croissance, du stade du développement de votre enfant, est-ce que vous avez ça? C'est ça l'interrogatoire. C'est ça. Donc, on peut être monogame. On peut être monogame sans pouvoir réussir. Simplement parce que il n'y a pas l'information sur le terrain. Il n'y a pas des structures adéquates à qui s'adresser quand on est en difficulté. C'est pas rare de voir des spectacles. Papa et maman s'adonner à un spectacle dans un appartement partagé par plusieurs locataires. Et un spectacle gratuit. On se rentre dedans sans entre-temps distribuer des tickets à ses colocataires pour en bénéficier quelque chose. Ce n'est pas rare. Et tout ça, en réalité, c'est mauvais. Donc aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a la défaillance, il y a le défaut d'information sur le terrain qui fait que quand bien même on est monogame, on peut mal éduquer sa progéniture par rapport à l'évolution actuelle du monde. C'est un peu ça. Voilà, c'est la raison d'être de cette émission Cité Éducation. Combler le vide qui est constaté dans la société, apporter des informations aux gens afin qu'ils soient mieux instruits sur les réalités actuelles. Et je tiens aussi à rappeler aux auditeurs, comme je l'ai dit tout au début, que nous ne sommes pas en train de faire un procès contre la polygamie. De toutes les façons, en bon africain, personne ne peut nier que sur son arbre généalogique, il n'y a pas eu quelque part qui ne se soit pas marié à plusieurs femmes. Par ailleurs, comme nous savons si bien le faire, chers fidèles auditeurs, nous aimons aussi donner la parole à des gens afin qu'ils se prononcent sur le thème.
un polygame peut-il gérer son foyer? Est-ce que dans le contexte actuel, avons-nous encore le droit de faire l'apologie de la polygamie? C'est la question que nous avons posée à certaines personnes et nous vous proposons de les suivre. La polygamie, aujourd'hui, il faut l'éviter autant qu'on peut le faire. Il faut vraiment éviter la polygamie. Moi, aujourd'hui, j'ai vu une expérience monogamique. Alors, par rapport à ça, je ne conseillerais à personne d'être polygame. Mais je dis que des circonstances peuvent vous amener à être polygame. Et il faut que nos épouses nous aident au maximum à ne pas nous retrouver dans ces circonstances-là. Lorsque vous avez une épouse avec qui vous avez ensemble des rêves, il faut qu'elle ne les perde pas de vue. Il faut qu'elle vous aide à atteindre ces objectifs-là, à réaliser ces rêves-là. Il y a plein de choses qui conduisent un homme à la polygamie. C'est d'abord l'amour que vous avez pour une femme du dehors, qui parfois dépasse les limites, déborde et conduit à la polygamie de façon inespérée, de façon inattendue. Ça, c'est faible. En dehors de ça, c'est que vous n'êtes pas heureux chez vous. Vous avez construit une famille au sein de laquelle vous n'êtes pas heureux. Mais vous n'allez pas choisir de vivre malheureux toute votre vie, alors que vous avez les moyens de vous offrir un peu de bonheur. Il faut pas choisir de vivre malheureux toute sa vie. Lorsque vous construisez une première famille, où vos consignes ne sont pas respectées, où ce que vous aimez, on ne vous le fait pas, vous êtes obligé d'aller voir encore ailleurs. Et c'est en voyant chaque fois ailleurs qu'on devient aisément polygame. En douceur, on devient polygame. Donc, je ne conseillerais à personne la polygamie, mais je comprendrai toujours ceux qui deviennent polygames par la force des choses. Moi, je pense que de nos jours, la polygamie n'est pas une bonne chose. C'est ce que j'ai vu comme une réalité. Si la vérité, il faut qu'on se dise. Retour au studio. Alors, Monsieur Christian Posé, vous avez écouté ces deux interventions. Il y a eu d'abord un monsieur et puis une femme. Laquelle des interventions suscite en vous une réaction? Oui, d'abord tout de suite l'homme, parce que la responsabilité ne peut pas être tout entièrement confiée à la dame pour qu'elle maintienne l'équilibre du ménage. Non. C'est aux deux géniteurs. C'est et papa et maman. Quand vous pensez que c'est seulement maman qui doit tout faire, parce que tel que l'intervenant a réagi, c'est un peu comme si l'homme est parfait. Non, l'homme n'est pas parfait. Je suis également homme, je suis homme. Moi qui vous parle, je suis homme. Et je vous signale au passage que les hommes sont même plus capricieux que les femmes. Et parce que, simplement, notre culture nous l'autorise. Nous sommes trop capricieux. Qu'est-ce qui vous fait croire que les hommes sont plus capricieux que les femmes? Alors, vous allez commencer par m'excuser certainement. Mais dans la réalité, nous sommes capricieux simplement parce que notre culture nous confère tellement de pouvoir à telle enseigne que nous en abusons. Nous valorisons trop le sexe masculin. Est-ce que par hasard, vous ne pensez pas que Dieu, dans son programme de création de l'être humain, a conféré au sexe masculin une certaine domination, une certaine supériorité sur la femme? C'est possible. Et si nous allons nous référer à la thèse biblique, nous allons dire certainement que la dictature a démarré depuis cette époque, cette dictature qui méprise en réalité la femme et qui nous installe aujourd'hui dans ce monde actuel dans de l'inconfort parce que nous en abusons. Je suis homme, mon papa également est homme, je n'ai absolument rien contre les hommes, rien. Mais nous raisonnons par rapport à un monde actuel régi par des réalités données qui nous secouent véritablement, qui nous mettent dans de l'inconfort. Nous courons des fois à des moments donnés plus que nous-mêmes sans rattraper ce que nous sommes en train de chercher. Donc, nous valorisons trop le sexe masculin. Et là, aujourd'hui, ça nous installe dans de l'inconfort. Il faut aujourd'hui établir la parité, l'équité. Et même pour rester en conformité avec les textes étatiques qui dit aujourd'hui que l'homme est l'égal de la femme.
Aujourd'hui, l'homme est déjà l'égal de la femme. Quand vous allez à l'état civil, l'homme est l'égal de la femme. Et c'est parce que, certainement, les autorités n'ont pas fait grand-chose en cet endroit pour vulgariser, pour parler suffisamment de la chose, que nous continuons de trimballer ces données du passé qui nous pèsent énormément lourd. Mais avec quel revenu? Quand je dis ça, vous allez déjà comprendre. Nous avons des femmes un peu partout. C'est avec quel revenu? Et quand vous payez l'électricité, parce que si vous ne payez pas, on va couper, vous allez donner combien pour la récréation? La popote. Vous allez donner combien? La scolarité, il faut renvoyer par 4 fois d'abord les enfants avant que l'on aille voir le comptable le négocier ou sinon le directeur négocier. Ça nous installe, il faut reconnaître, dans de l'inconfort. Ça nous installe dans de l'inconfort parce que nous en abusons. Nous en abusons. Donc, pour cet homme, je ne suis pas d'accord avec lui parce que la responsabilité ne revient pas à seule la femme de maintenir l'équilibre dans le ménage. Il ne revient pas seul à la dame d'innover. Non, non. Autant l'homme va innover, la femme également. C'est comme ça. Oui, nous sommes tous, sinon particulièrement nous les hommes, nous sommes plus capricieux que les femmes. Je le répète. Avant de vous laisser réagir sur peut-être les propos de la deuxième intervention à travers le micro-trottoir que vous venez d'écouter, une question a germé dans mon esprit. Pensez-vous que les hommes qui cherchent à s'entourer de beaucoup de femmes le font juste par un esprit d'égocentrisme, cette soif de possession, de chercher à avoir tout à soi? Oui, il y a quelque part, il y a ça là. Mais d'abord, c'est cette tendance de combler un vide. C'est d'abord la tendance de combler un vide parce que on sent que cette dame, bon, avec qui on est ensemble, en réalité, elle ne répond pas sur tel plan. Il va falloir chercher une autre dame qui répond exactement sur ce plan-là. Tout en nous oublions qu'en réalité, elle a cet art à elle. Et nous, qui cherchons à combler un vide, nous avons également nos temps à nous. Et puis, quand nous allons vers une autre dame, en réalité, on cherche toujours à conserver, à maintenir, à garder la première toujours. Non, en fait, ce n'est pas très orthodoxe. Ce n'est pas bon. La deuxième intervenante, vous avez écouté sa réaction par rapport à la question posée. Cela vous inspire? Cela suscite en vous une réaction? Absolument, parce que la rivalité, elle a parlé de rivalité qui existe entre les enfants. Et cette rivalité, effectivement, existe. Effectivement, ça existe. Parce que l'homme qui est le garant en réalité de la sécurité sur tous les plans dans le ménage ne joue pas son rôle. Et ne peut pas jouer son rôle parce que il n'est pas plusieurs. Il n'a pas aussi appris à être plusieurs. Les femmes, il y a également une rivalité entre elles. Pourquoi pas? Il ne va pas en exister entre les enfants. Il va en exister entre les enfants simplement parce que la femme qui a été priorisée peut-être, la femme qui a été priorisée, plus de moyens sont convergés vers elle et conséquemment ses enfants. Pour ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment les moyens, les autres en font les frais. Et si les autres en font les frais, ils vont bouder, ça c'est sûr. Et s'ils boudent, bon, ça ne peut pas être directement à l'endroit de papa, parce que plus ou moins on a quand même un respect à l'endroit de son. Mais tout de suite, on s'en prend entre progéniture et tout ça là. C'est pas un déplacement d'agressivité dans la réalité. Sinon, c'est à l'endroit, cette agressivité, c'est à l'endroit en réalité du papa. De papa, parce que le rôle qui incombe à papa d'assumer dans le ménage, il ne le fait pas certainement. Il ne le fait pas. Et il le fait certainement en excédant à l'endroit d'autres enfants, au détriment d'autres enfants. Ce qui fait que des frustrations sont accumulées tout le temps. Et là, l'intervenante, la dame, elle a parfaitement raison. Cette dame, je ne sais pas si elle mène déjà une vie de couple. Si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler sérieusement sur elle, sinon ça s'annonce déjà très difficile, une vie de ménage avec un homme
avec cette dame, ça s'annonce déjà très difficile. Les difficultés se pointent déjà à l'horizon. Oui. Cité Éducation, c'est l'émission que vous suivez en cet instant précis, chers fidèles auditeurs et auditrices. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? C'est le thème que nous avons débattu. Je rappelle que je suis avec M. Christian Posé, notre consultant sur les questions d'éducation sociale. Avant de partir, M. Christian Posé, avez-vous un dernier mot à ajouter par rapport au thème d'aujourd'hui? Un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? Bon, un dernier mot, c'est un plaisir renouvelé à l'endroit des auditeurs qui ne ménagent pas gros efforts à nous écouter. Comme quoi, c'est une première dans les environs, c'est une première, et davantage, je vais les exhorter à plus d'attention, à plus d'abnégation à nous écouter pour remarquer en eux d'abord tout ce que nous sommes en train de dire et autour d'eux également, pas seulement en eux, mais également autour d'eux. Et quand ils vont commencer par faire cet effort davantage, ça va nous encourager, nous allons davantage foncer et plus de sacrifices seraient réalisés pour leur bonheur. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Christian Posé, chers fidèles auditeurs. C'est ainsi fini aujourd'hui l'émission Cité Éducation. Le thème, un polygame peut-il gérer équitablement son foyer? Et comme je l'ai dit tout au début de l'émission, notre intention n'est pas de faire un procès aux familles polygames, mais nous voulons ramener la réalité dans un contexte actuel, un contexte qui nous recommande que nous devons apprendre à vivre avec notre temps. Au revoir. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir.